Le cœur de la réforme des retraites ne peut être changé puisque ce sont les GOPE qui l'exigent. Tout est détaillé dans le point numéro 10 de l'édition 2018. Si le gouvernement ne les applique pas, il s'expose à une amende de 0,2% du PIB par an, comme le précisent les outils juridiques mis à disposition de la Commission européenne pour faire respecter l'article 121 du TFUE. Depuis le pacte de stabilité et de croissance de 1997 et le six-pack, la Commission justement peut sanctionner chaque État membre si elle constate des écarts importants au niveau budgétaire et elle peut envoyer des avertissements aux États membres s'ils n'appliquent pas les politiques que la Commission recommande. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Commission peut mettre une amende sous forme de dépôt à chaque État de l'ordre de 0,2% du PIB. Pour la France, vous vous rendez compte que ça représente 4,4 milliards d'euros. À partir du moment où il y a ces amendes, il ne faut pas se leurrer, ces recommandations ne sont pas des simples recommandations, ça se transforme de facto en obligation. Et il ne s'agit pas que justement du fameux six-pack qui serait complètement déconnecté des GOPE. Quand on regarde les textes européens, notamment celui du 16 novembre 2001 sur la mise en œuvre efficace de la surveillance budgétaire de la zone euro, il est très clairement établi et il est mis que ces fameux 0,2% d'amende sont faites en lien avec l'article 121 du TFUE. Article 121 du TFUE, comme on l'a vu auparavant, qui est celui qui définit le cadre des grandes orientations des politiques économiques et des recommandations. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils expliquent comment se fait la sanction. La sanction est prise sans la voix de l'État membre en question, et donc ça limite les possibilités de bras de fer, comme veut faire notre ami Mélenchon. Justement, si l'on prend les anciennes GOPE, on va voir qu'elles finissent toujours par être appliquées par les gouvernements successifs en France. Dans ces GOPE 2015-2016, il y avait notamment de prendre des mesures pour limiter l'augmentation des dépenses des collectivités locales. Et qu'est-ce qu'on a retrouvé justement dans le PNR? C'était l'annonce de la baisse de la dotation globale de fonctionnement, entre autres d'ailleurs pour les petites mairies. Et le chiffre était précis pour 2017. On parlait de 3,7 milliards d'euros de baisse de la dotation globale de fonctionnement. Il y avait aussi la réforme du Code du travail avec les partenaires sociaux, notamment pour que le salaire minimum augmente au même rythme que la productivité. C'est exactement ce qu'on a eu avec la loi Rebsamen, qui a entre autres permis d'avoir 2 renouvellements CDD au lieu d'un, et évidemment la fameuse loi El Khomri. Comme le gouvernement s'était engagé à passer cette loi avant l'été 2016, c'est entre autres pour ça qu'ils ont eu recours au 49.3 pour tenir les engagements européens. Et on voit d'ailleurs qu'il y a eu des manifestations contre la loi El Khomri, mais en réalité, tout le monde tapait à l'époque sur François Hollande et Myriam El Khomri, mais le responsable était encore une fois l'Union européenne. Il y avait entre autres la loi NOTRe, avec le transfert des compétences des départements vers les régions. Ça aussi, c'était demandé par Bruxelles. Il y avait aussi dans ce PNR, en réponse au GOPE, des mesures très importantes et qui ont touché massivement les Français. La baisse des allocations familiales, la hausse de la TVA générale, du taux de TVA général, le gel du SMIC et des traitements des fonctionnaires, et également la mise en place du CICE qui coûte 20 milliards d'euros par an. Tout ceci est en réponse au GOPE et dans le cadre de nos engagements européens. C'est la même chose si on remonte encore en amont dans le temps. On voit dans le PNR 2014, en réponse au GOPE 2013-2014, la réduction du nombre de régions. Donc c'est pas François Hollande qui s'est levé un matin en se disant « tiens, je vais réduire le nombre des régions ». La réduction du nombre de régions, là aussi, a été faite en réponse aux grandes orientations des politiques économiques. Vous retrouvez ça dans le PNR qui s'affiche. En réalité, c'est l'ensemble du projet de réforme des retraites qui doit être rejeté. J'insiste sur le fait que cette réforme est totalement illégitime de A à Z. Premièrement, les Français n'en veulent pas, très majoritairement. Tous les sondages le montrent. Ils ne sont donc pas demandeurs. Or, M. Macron n'est pas là pour faire obéir les Français à ce qu'il décide. M. Macron est là pour obéir aux Français. Ça s'appelle une démocratie, M. Macron. Évidemment, tout le monde a bien compris que Macron se fiche éperdument de ce que veulent une grande majorité des Français. Il est là
pour obéir à l'oligarchie qui l'a fait élire à l'Élysée par une manipulation médiatico-politique sans équivalent en 2017. Non seulement les Français n'en veulent pas de cette réforme des retraites, mais elle est injuste, je l'ai expliqué. Elle est injuste même avec les régimes spéciaux, puisqu'on pourrait en parler longuement. Les régimes spéciaux ne sont pas nés d'un chapeau, ils doivent être replacés dans une histoire, et chaque histoire de chaque branche de régime de retraite mérite d'être expliquée. On dit beaucoup, par exemple, que tel ou tel agent de la SNCF ou de la RATP serait favorisé par un régime spécial. On oublie simplement qu'ils n'ont pas eu la même vie, les mêmes salaires, les mêmes contraintes tout au long de leur carrière que d'autres salariés. Non seulement elle est injuste, mais en plus elle va appauvrir les Français, je l'ai expliqué. Non seulement les Français n'en veulent pas, elle est injuste et elle va appauvrir les Français, mais cette réforme, en plus de ça, n'a aucune légitimité financière puisque l'équilibre du régime des retraites est largement assuré pour les années qui viennent. Peut-être à horizon de 10 ans pourra-t-on s'interroger sur cet équilibre du régime financier, mais j'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer. Il y a bien d'autres façons d'assurer l'équilibre du régime des retraites que ce qui est actuellement prévu. Ces autres façons étant notamment la sortie de l'euro, avec une légère dépréciation du franc français d'environ 10% par rapport au dollar, ce qui permettra de redynamiser les exportations, d'affaiblir les importations, de faire revenir à l'emploi au moins 1 million de salariés qui participeront aux cotisations. Une autre formule consistant à augmenter aussi les cotisations patronales et les revenus du capitaux, de taxer les revenus du capitaux. J'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer, je ne suis pas le seul, que depuis maintenant une vingtaine d'années, ce sont les revenus du travail qui sont de plus en plus taxés et les revenus du capital qui sont de moins en moins taxés. Il y a donc 1000 façons d'assurer à horizon de 10 ans ou de 15 ans l'équilibre financier des retraites. Cette réforme, donc, les Français n'en veulent pas. Elle est injuste. Elle va appauvrir les Français. Et enfin, elle n'a aucune justification financière réelle. En fait, il s'agit d'un hold-up décidé par une oligarchie qui en veut toujours plus. D'ailleurs, François Mitterrand, dans une de ses confidences vers la fin de son septennat, s'était adressé justement à certains de ses interlocuteurs en disant « Vous verrez, ils en voudront toujours plus », en parlant justement des grandes forces financières mondiales, et ils vous s'attaqueront au régime des retraites par répartition, vous vous battrez le dos au mur. Alors je m'adresse ici à toutes celles et à tous ceux qui sont handicapés par les grèves, qui souffrent d'aller au travail, d'avoir des délais d'attente extraordinaires dans tel ou tel transport en commun. C'est vrai que c'est pénible. Pour ce qui me concerne, je n'ai pas de voiture de fonction comme Sibeth Ndiaye, payée par l'État. Mais je constate, soit quand je prends le métro, ça m'arrive, soit quand je prends la voiture dans Paris ou en dehors de Paris, qu'il y a des embouteillages monstres. Et moi aussi, ça m'arrive d'en être gêné. Mais il faut quand même savoir ce que l'on veut. Ce dont il s'agit là, ça n'est pas de protester parce qu'on attend une heure dans une gare de RER pendant quelques semaines. Ce qui est en jeu, c'est l'avenir même de la société française, l'avenir même des anciens, des retraités, l'avenir même des jeunes lorsqu'ils prendront leur retraite. Ce qui est en jeu, c'est la destruction du modèle social français. Ce qui est en jeu, c'est fournir sur un plateau en or massif encore plus et encore plus d'argent à des fonds d'investissement étrangers pour le plus grand profit d'une oligarchie qui, d'ailleurs, a mis la main à la fois sur les processus électoraux et sur les processus médiatiques d'une grande partie des grands médias français. C'est la raison pour laquelle je renouvelle ce que nous avons dit, et pas seulement moi, vous connaissez la position de l'UPR. Mettons de côté tout ce qui nous divise, faisons bonne figure face aux désagréments qui nous concernent tous, mais soutenons le mouvement qui consiste à demander
à M. Macron de reporter définitivement, d'annuler toute la réforme et pas seulement un petit détail concernant l'âge pivot. J'appelle ce soir toutes celles et tous ceux qui sont adhérents, sympathisants de l'UPR, même ceux qui ne sont d'ailleurs ni adhérents ni sympathisants, mais qui nous écoutent parce qu'ils trouvent que nous disons parfois des choses intéressantes à leurs yeux. J'appelle tous les Français, quelles que soient leurs convictions, à se mobiliser pour la journée de demain, du 9 janvier 2020, avec l'intersyndicale, pour participer au mouvement de protestation contre cette réforme des retraites, à participer également à la journée du 11 janvier 2020. Nous ne devons pas laisser Macron et le gang qui l'entoure détruire l'essence même de ce qui fait la France, c'est-à-dire sa capacité à développer une solidarité intragénérationnelle et sa capacité à faire prévaloir la solidarité nationale sur la loi de l'argent.